Bah voilà, lâcher solo sans parler de Mars, ça se fait pas, parce que bah voilà, l'autre nouvelle de cette semaine, c'est le convoyage des Philippines vers l'Arizona, et ça s'est fait impeccable. Debout là-dedans, c'est le moment de parler un petit peu d'aviation. Et on va le faire ensemble pendant l'heure qui vient. On a beaucoup de choses à voir. J'ai une collection de photos, je crois que j'en ai jamais eu autant à vous montrer, plus des vidéos. Vous allez voir, on y va en attaque. Voilà, pour moi, la nouvelle de la semaine, c'est ça. Ouais, Tom Cruise était à l'Aéroclub de France samedi dernier pour recevoir le Grand Prix de l'Aéroclub de France, la médaille d'or de l'Aéroclub de France. On était au courant. Pour tout dire, ça fait un mois que Gilles m'en avait parlé en me disant, tu sais qu'il y a Tom Cruise qui vient à l'Aéroclub de France recevoir un prix. Oui, alors bon, moi je suis pas mondain du tout, mais c'est vrai que si j'avais pu avoir une petite invitation, j'aurais été content. Mais voilà, c'est l'Aéroclub de France qui l'a invité. Visiblement, comment dire, organiser un débarquement en Normandie en 1944 avec 100 000 soldats est sans doute peut-être plus simple à organiser que la venue de Tom Cruise comme ça, parce que c'est quand même là, c'est de la grosse artillerie. Donc, il n'y avait pas de place pour la petite presse spécialisée, et c'est un peu dommage. Par contre, Paris Match était là, évidemment, nous, on n'a pas la même audience. Mais il y a plusieurs points que je voulais signaler sur cette histoire-là. Oui, c'est une très belle opération de la part de l'Aéroclub de France parce que ce genre de vedette-là ne se déplace pas facilement. Je n'ai pas d'antenne. Enfin, on en a à l'Aéroclub de France, mais on n'a pas encore interviewé les gens pour savoir comment cette chose-là a été organisée. Je pense qu'on devrait peut-être leur demander comment ils ont fait et l'ampleur de travail que ça a dû demander, les autorisations, les contacts, même la fixation de la date avec ces gens-là, c'est très très compliqué parce qu'ils ont des agendas de ministres. Donc bon, ils ont réussi à le faire venir et donc repas de gala, tout ce que compte l'Aéroclub de France d'invités prestigieux était là aussi pour la remise d'un prix qui l'est aussi parce qu'il ne faut pas se leurrer, la grande médaille de l'Aéroclub de France, c'est une distinction qui est très 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 honorifique. On va déjà regarder quelques photos de la cérémonie qui ont été diffusées par l'Aéroclub de France et qu'on a eu le droit de reprendre, tout va bien. Celle-là, c'est peut-être moi la photo qui m'a fait le plus plaisir. L'auteur de la photo, c'est Rémi Michelin. Rémi Michelin, que vous connaissez bien puisqu'il était sur notre plateau il y a encore, il n'y a pas si longtemps ça, il y a 2 mois. Photographe aéronautique, peintre de l'air. Et en fait, il a été d'une fierté absolue quand il a vu que l'Aéroclub de France avait remis à Tom Cruise son dernier livre, Carlingue, son reportage sur l'armée de l'air. Je ne sais pas s'il a pu lui dédicacer en personne, lui signer, mais j'ai l'impression que Rémi a vécu un grand moment d'être face à Tom Cruise et de voir Tom Cruise avec son livre entre les mains. De fait, si vous avez aussi le livre Carlingue chez vous et que quelqu'un vient, ah oui, t'as Carlingue, tu pourras lui dire oui, et ben Tom Cruise là aussi. Et ça, c'est la classe. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme image sympa? Bah voilà. Alors, Bertrand Piccard, Claudie Aigneret, un certain Thomas Pesquet, qui visiblement n'était pas le moins triste à côtoyer un petit peu Tom Cruise, tout va bien. Et puis une forêt de téléphones, oui, bah ça c'est normal aussi, voilà. Effectivement, Tom Cruise était présent à l'Aéroclub de France et il est venu à Paris que pour ça, visiblement. Donc ça, c'est quand même un énorme coup de l'ACF. On va rester sur cette affiche parce qu'évidemment, la raison pour laquelle Tom Cruise a été récompensé et le libellé était bien rédigé pour l'inspiration qu'il a donnée aux pilotes de l'avenir, même vu l'influence qu'a eu Top Gun pendant ces 40 dernières années. Les pilotes actuels, des passionnés d'aviation actuelle et puis ceux du futur. Oui, il a joué un rôle dans la motivation pour créer des vocations et à ce titre-là, je pense que le prix n'est pas totalement dénué de fondement parce que oui, et on va voir les chiffres, c'est assez impressionnant. Alors, la première chose qu'on va faire, parce que j'ai lu aussi dans la presse à droite à gauche, y compris sur un site que je ne devrais pas lire parce que il est quand même pas très très fiable, d'un article qui disait ouais, puis c'est quand même la première fois qu'une star d'Hollywood est récompensée par l'Aéroclub de France. Oh, celle-là, elle était jolie. L'Aéroclub de France, c'est un think tank, c'est quand même une des institutions aéronautiques les plus anciennes au monde. C'était comment on appelle ça, un laboratoire d'idées, une société savante qui est créée
au milieu fin du 19e siècle. C'est à l'Aéroclub de France qu'il y a eu des batailles de scientifiques entre les plus légers et les plus lourds que l'air, à côté desquels la bataille d'Hernani, c'était une petite escarmouche. Bon bref, voilà, et puis c'est une société qui a su se renouveler. Aujourd'hui, on le voit bien avec les émissions Twitch qu'on fait avec les amis de Ground Frequency. Effectivement, à une époque, ça vieillissait. On sentait que l'Aéroclub de France n'avait pas perdu un peu son dynamisme et son leadership. Et puis, il y a eu quelques directeurs et directrices un petit peu pichus qui ont surdonné un petit peu de l'allant à l'institution. Et ça se ressent. Faire venir Tom Cruise. Voilà, bien joué, bravo. Oui, on va regarder alors très rapidement la liste des gens qui ont reçu cette récompense, parce que cette institution-là a un site internet. Sur son site internet, il y a tous les documents officiels nécessaires pour comprendre comment ça fonctionne, à quoi ça sert et ce qu'ils décernent. C'est-à-dire que les prix littéraires qu'on a couverts, les lauréats sont là. Les prix de la photo, les lauréats seront là. Preuve que l'Aéroclub de France ne se sclérose pas, on l'a vu. On a critiqué, j'étais pas le dernier à critiquer les prix photo parce que je trouvais que c'était, faut le dire, mal branlé. Et voilà, ça a été remis à plat et on va voir ce que va donner cette nouvelle édition là dans quelques semaines. Et ça, voilà, tout ça est très très positif et très sympathique. Et donc j'ai téléchargé la liste des récipiendaires de cette fameuse grande médaille décernée par l'Aéroclub de France. Et ça, c'est le document officiel. Et le premier, c'est Henri Comte de Lavaux, qui est un des très grands pionniers de l'aéronautique française. Record mondial de distance en sphérique, alors en ballon sphérique, en 1900. Et puis derrière, on peut faire défiler les noms. Alberto Santos Dumont, c'est pas... voilà, je vous renvoie aux pages jaunes des dictionnaires. Il y a des noms inconnus. Alfred Leblanc, on l'a un petit peu oublié. Georges Besançon, moi, ça me dit rien du tout. Henri Julliot non plus. Mais derrière, on retrouve Farman, Wright, Blériot, Pollan, Jules Védrine, le Julot, Desperts-Dussin, Émile Dubonnet, record mondial de distance en sphérique, Roland Garros. Donc on peut faire défiler la liste. Là, on a par exemple Marc Birkit. C'est qui ça? C'était juste l'ingénieur de chez Hispano-Suiza qui a conçu, imaginé, fait construire le moteur d'Espad qui ont permis à l'aviation française de ne pas perdre son leadership pendant la Première Guerre mondiale. Louis Breguet, on n'en parle même pas, Delage, la TECOR. Il y a du lourd. En 1927, bizarrement, il y a un certain Charles Lindbergh. On se demande bien pourquoi. En 1926, petite anecdote, là, Dieudonné Coste, à cette époque-là, Dieudonné Coste faisait des grands raids. Je viens de lire sa biographie, d'ailleurs, très intéressante. On y reviendra peut-être un jour sur Dieudonné Coste, parce que c'est quelqu'un qui a un parcours aéronautique assez incroyable. Jean Assolan, la traversée de l'Atlantique Nord avec l'Oiseau Canary, avion qui est en cours de restauration au Musée de l'Air. Maurice Belonte, qui était le navigateur de Coste sur le vol de 1930, le premier Paris-New York. Après, Mermoz d'Abri-Gimier, la première traversée de l'Atlantique Sud, avec justement un latécoère qui s'appelait le Comte de Lavaux. On peut continuer longtemps, alors évidemment, entre 1939 et 1945, il n'y a pas grand monde, mais on note que parmi les derniers, il y a Marcel Doré. Pour l'ensemble de sa carrière aéronautique, sachant que Doré, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, va encore avoir un rôle opérationnel avec des avions de combat assez importants. Henri Guillaumet, évidemment. Louis Béchereau, pareil. Louis Béchereau, c'est l'ingénieur de chez SPAD. Mais il est récompensé qu'en 47. C'est un peu... Gabriel Voisin, c'est pareil. Riffard, les avions Caudron Renault, 56, c'est un peu tard. Bon, il y a eu un peu de rattrapage. Là, on a Adrienne Bolland. Il y a quand même du lourd. Après, à côté, il y a des noms. Louis Fulachier. Voilà. Suzanne Delvoye-Janin, ça me dit rien. Didier Dora, un petit peu plus. Gaël Cressati, rien du tout. Et on remonte comme ça. On arrive dans les années, là en 69, bizarrement, il y a Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins. On se demande bien pourquoi. Edwin Aldrin, ou plus connu sous le nom de Buzz Aldrin, il est à nouveau récompensé en 2018. Je crois que c'est le seul à l'avoir 2 fois. Ou alors il est venu en 2018 le récupérer en main propre. Aucune... Bon voilà, et ça c'est tous les gens qui ont été récompensés. Et là où ça devient très marrant, c'est que, alors, en 2004, les présidents des compagnies qui ont exploité le Concorde, en 2004, ils viennent de les remettre au musée. Mais on a un certain Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese pour le film Aviator en hommage à Howard Hughes. Et puis là, 2007,
Alors Gérard Guillemot, je ne sais pas pourquoi à titre posthume. Caroline Aigle à titre posthume, ben voilà, ben malheureusement on sait pourquoi. Et puis équipage de la sécurité civile, secteur Canadair, secteur Tracker et secteur Dash. Ok, très bien. Et puis un certain John Travolta. Tiens, marrant. Hollywood aussi. Bon, bah donc dans ces cas-là, quand on voit la liste, oui, effectivement, on a des gens extrêmement importants dans l'histoire de l'aéronautique. Là, tiens, il y a un certain Thomas Pesquet aussi, là. La patrouille de France. Jean Salis. Un peu plus haut, il y avait Jean Salis, mais là, il y a Edmond Salis et Baptiste Salis. Bon, ben voilà, on a des gens qui ont eu des rôles dans l'aéronautique qui sont distingués à ce niveau-là. Pourquoi pas Tom Cruise, en toute honnêteté. Parce que ce film-là, c'est un film qui se tourne en 85, donc il y a 40 ans cette année, hein, du 26 juin au 26 décembre 85, ça s'est tourné essentiellement en Californie. Un gros budget, 60 millions de dollars. Pour l'époque, c'est un très bon budget. Alors, la sortie nationale en France se fait le 17 septembre 1986. C'est le plus gros succès du cinéma, en France, avec 3 500 000 entrées en France. Et au niveau mondial, c'est un film qui a rapporté 350 millions de dollars en exploitation. Alors, je ne parle pas des produits dérivés. Et puis aujourd'hui, peut-être que ça a encore augmenté avec le pay-per-view. Mais là où ça devient rigolo, c'est que les recrutements de la Navy en 86 ont augmenté de 500%. Autre preuve du succès immense de Top Gun, c'est qu'il y a eu des clones, donc des films qui reprenaient le scénario, mais bon, au lieu de mettre des Tomcats, on met des Apaches, ça s'appelle Firebirds. Il y a eu des clones aussi, à la place des Tomcats, on met des voitures de course, ça s'appelle Jour de tonnerre, même scénario. Bon, voilà. Il y a une parodie, Hot Shot. Puis bon, je crois qu'il y a eu quelques films pour adultes, mais comme on est une émission grand public, on va pas détailler cette partie-là. Pour la petite histoire, le tournage de Top Gun a été favorisé par le secrétaire d'État à la Navy, qui est un certain John Lehman. Et John Lehman est en fait l'homme qui avait embauché Joe Satrapa alors que Joe était en train de revenir dans les bombardiers d'eau. Il avait ressorti les bombardiers d'eau à la même époque pour lui dire tu reviens instructeur à Top Gun. Et puis évidemment 35 ans plus tard il y a eu Top Gun Maverick, etc. Alors moi j'ai une petite histoire avec Top Gun parce que je fais partie de cette génération de gens qui ont... Alors je ne suis pas venu à l'aviation par Top Gun, j'étais déjà passionné d'aviation au moment où Top Gun sort. Mais c'est vrai qu'on a pris une claque dans la gueule qu'on n'avait pas vu venir. Parce que, et je le répète, en 83, 84, 85, on a des magazines d'aviation. Je crois que je suis déjà abonné au FANA, par exemple, ou Airfan. J'ai des livres, je commence à en acquérir un certain nombre, même si j'ai une quinzaine d'années, mais j'ai un petit budget, donc j'ai quelques bouquins d'aviation qui commencent à faire une petite pile dans ma chambre. Je fais des maquettes à cette époque-là. Et tout ça est statique. Et pour voir des avions qui volent, de temps en temps, il y avait des émissions à la télé, mais c'était très rare. Et puis, les programmes télé ne te les indiquaient pas forcément très intelligemment. Donc, voir des avions qui bougent, des images d'avions, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, en 84, 85, il y a un premier film qui sort, Aigle de fer. Moi, j'ai bien aimé. Parce que c'est des films pour ados. J'étais le cœur de cible de ces films-là. Et moi, Aigle de fer, je l'avais vu je crois l'été 85 en vacances. J'avais adoré la course-poursuite entre le Cessna 150 et la mobilette. Mais c'est une éclate totale. Bon, le film n'a aucun intérêt. Quoiqu'il y a des images en air-to-air qui sont quand même pas si mauvais que ça. Donc, moi, j'avais vu Aigle de fer et je m'étais dit, c'est le film d'aviation préféré. Et puis il y a des Kfir en vol. Voilà, oui, parce qu'évidemment, ils n'avaient pas eu de MiG, et puis ils n'avaient pas eu le droit de tourner aux États-Unis, ce film. Donc ils avaient tourné en Israël en partie, et puis avec des Kfir. Et moi, j'arrive à l'école. Alors, en 85, je change d'école. Je suis interne pour la première fois, donc je passe ma semaine à l'école, et puis le week-end, je rentre. Et puis, j'ai la chance de tomber sur un ou deux mecs un peu intéressés par l'aviation. Et puis, on se fait notre petit club à nous, et c'était pas plus mal. Dans ces deux ans, il y a un garçon qui s'appelle Anthony Engrand, et si vous lisez un peu la presse aéronautique, il signe des articles dans Air et Cosmos aujourd'hui, Anthony. Et Anthony, on discute ensemble, mais j'ai vu Top Gun. Ah ouais, mais attends, moi j'avais adoré Aigle de fer. Ouais, mais tu vas voir, Top Gun c'est mieux. Bon, ouais, il aurait fallu la filmer cette scène-là, honnêtement, vraiment.
Aigle de Fer a de meilleures images que Top Gun en fait, par contre le scénario est assez mal fichu, l'histoire elle tient pas debout, tout simplement, entre drame sérieux et teen comédie, alors que Aigle de Fer 2 et 3 assument d'être des gros nawaks aussi sérieux que Hot Shot. D'ailleurs je crois que j'ai vu le 2 mais j'ai jamais vu les 3 et 4. Et donc alors je sais pas à quelle date, septembre, octobre, le Top Gun passe au cinéma chez moi, donc je rentre le vendredi soir. Le samedi, en début d'après-midi, je vais au cinéma, je me prends une place pour aller voir Top Gun. Je me prends une énorme claque dans la gueule, si bien que j'y suis retourné le dimanche après-midi, chose que je n'ai jamais refait de ma vie. Il faut imaginer la claque qu'on se prend à voir des Tomcats filmés comme ça, une histoire qui finalement sur le plan aéronautique n'est pas complètement débile parce que les combats auxquels on assiste dans le film Top Gun, il y a pas plus d'enjeux qu'il y avait sur les combats qu'il y a eu contre la Libye en 81 ou 89. Donc ce côté-là est plausible. La partie où le jeune pilote s'interroge sur la façon dont son père a disparu au Vietnam, c'était pas totalement dépourvu non plus d'intérêt parce que en fait ça s'inspire d'une histoire vraie, on en parlera juste après. Et puis ces images, puis le Tomcat, quoi. Le Tomcat devient un objet de vénération et ça l'est encore et le film joue un grand rôle là-dessus. Je précise que je n'étais pas allé voir Retour vers l'enfer, Nimitz Retour vers l'enfer en salle, et c'est un film que j'ai découvert après. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont découvert le Tomcat avec Nimitz, ça n'a pas été mon cas. Ouais, c'était une icône ce film. Et donc moi, pour rien vous cacher, dans les années 90, dans ma première colocation à Orléans, sur le mur, j'avais cette affiche-là, en 2 mètres par, au moins 2 mètres, 2 mètres 50 de grand. Ouais, carrément. Et puis, je me suis mis à collectionner des trucs, et dans ma collection, j'ai ça. Alors ça, je suis pas sûr qu'on soit très nombreux à l'avoir, mais effectivement, voilà. Moi, je suis venu à l'aviation par le livre. Le livre fait partie de ma passion de l'aviation. Ça, c'est un collector. Je ne sais pas s'il a été tiré à beaucoup d'exemplaires, je pense, mais comme c'est des livres de poche, c'est vite disparu. C'est le scénario du film, c'est l'histoire du film qui a été mis en texte pour faire du produit dérivé. Ça se trouve pas si facilement que ça, encore que maintenant avec Amazon on doit pouvoir en mettre la main, mais je vous jure qu'avant Amazon, pour le trouver, celui-là, il fallait s'accrocher. Moi je l'ai trouvé d'occasion, je sais plus où, je sais plus à quel prix. Ah si, c'est marqué, 22 francs. Je sais plus où je l'ai acheté celui-là. Mais je l'ai lu une fois, bon c'est aussi bon que le film, quoi. Donc ouais, voilà, moi j'ai découvert Top Gun comme ça, et étant interne, j'avais pas vu de bande-annonce. C'est juste les copains qui m'avaient dit, tiens, c'est un vrai film d'aviation, va voir. Waouh, la claque. J'aimerais bien me reprendre une claque comme ça un jour dans ma vie, d'aller voir un film d'aviation, me dire, oh, j'ai vu de très bons films d'aviation. Le Sully de Eastwood, waouh, superbe, magnifique. Mais c'est pas la même baffe, quoi. Les Chevaliers du Ciel avaient le potentiel visuel pour filer une baffe encore plus ouf, mais le scénario était tellement nul. Alors le scénario, ouais, l'histoire était pas... Il n'y avait pas d'enjeu. Mais d'un autre côté, alors le cas... réglons le cas des Chevaliers du Ciel, tiens. Moi, je l'ai vu en presse. J'ai été invité à le voir et en présence du réalisateur Gérard Pias, que j'avais parmi mes clients à la Maison du Livre, dont je connaissais un tout petit peu. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais été invité. Donc j'y étais allé avec un a priori assez positif. J'avais vu une partie du tournage à Villacoublay. J'étais venu sur la base de Villa avec Alex Paringot et on avait assisté au tournage d'une séquence. Je savais un petit peu comment fonctionnait le cinéma à l'époque. J'ai vu le film, j'ai bien aimé, parce que j'y ai retrouvé des traces de Charlier. Par exemple, chez Charlier, les femmes sont séductrices, mais sont surtout des espionnes en puissance. Et ça, on le retrouve bien dans Les Chevaliers du Ciel. Sauf que les scénarios de Charlier des années 50, 60, 70, dans les années 2000, ça ne marche plus. Personne n'y croit. Il y a eu des fautes de goût. Par exemple, le striptease d'une femme pilote sur l'aile du Corsair à la Ferté-Alais, c'est un truc qui est impensable. Une femme pilote de chasse, quand on sait ce qu'elle va avoir traversé pour arriver à ce poste-là, de machisme et autres, elle va jamais se ridiculiser de cette manière-là. Jamais, c'est pas possible. Il aurait fallu trouver une autre fille pour le faire, cette scène-là. Par contre, c'est vrai que les scènes en vol, après, il y a des petites erreurs. Par exemple, quand le beau gosse fait voler sa copine, Géraldine Palace, en Alpha Jet, il la fait monter à l'avant. C'est impossible.
À l'avant, c'est là que tu as les démarrages du réacteur. Donc sur un vol Pax comme ça, bah, c'est le passager derrière. Voilà, bon, il y a des petits trucs comme ça, mais c'est vrai que les images en vol... D'ailleurs, les images en vol ont fait l'objet de clips spécifiques qui se passent de commentaires. Et effectivement, le 2000, le Mirage 2000 est oui, une vedette en puissance sur le plan esthétique. Qu'est-ce que ça donnerait? Un truc un peu pointu, un peu bien pensé, avec des rafales. Ah, ça serait pas mal. Ça faudrait peut-être que l'armée de l'air y pense. Le problème des chevaliers du ciel, c'est que l'armée de l'air, je crois qu'il y a passé 800 heures de vol. Et donc, budgétairement... Voilà, tout ça pour, je sais plus, je crois qu'il y a eu 1,5 million d'entrées. Donc, c'est vraiment... ouais, c'est un échec commercial. C'est dommage parce que c'est un beau raté. Là, il y avait du potentiel. Bon, bref, c'est une adaptation de BD. Et les adaptations de BD, c'est quand même pas très simple à faire, à rentabiliser. Bon, voilà. Deuxième partie de l'émission. Bah voilà, lâcher solo 2 février sans parler de mars, ça se fait pas. Parce que, bah voilà, l'autre nouvelle de cette semaine, c'est le convoyage du Philippines vers l'Arizona. Et ça s'est fait, waouh, impeccable. Mais alors, outre le convoyage, le plus important, c'est tous les à côté. Et c'est là, vraiment, on a vu des choses absolument exceptionnelles. Alors, on va commencer par une petite vidéo. Alors, c'est à la limite de la vidéo porno, je préviens, ça pour moi, ça c'est un film cochon. On va se la regarder tranquillou.
la dernière mise en route du Martin Mars sur Sprout Lake avant son décollage pour la Californie. Déjà, on voit une des difficultés d'opérer un hydravion de cette taille-là, c'est que il est pas la mise en route, l'avion est libre sur l'eau, donc quand vous mettez les moteurs en route, l'avion avance de lui-même. Et donc, ça demande un pilotage sur l'eau qui est très particulier, surtout quand vous avez un avion de cette masse-là. C'est pas un sport de masse. Donc là, vous voyez déjà la difficulté de la mise en œuvre de l'appareil. Et puis bon, il y a ce son. Le décollage, c'est pareil. Alors, il y avait du monde sur l'eau. Il y avait du monde sur les rives, même si visiblement ça caillait. Il y avait du monde en l'air aussi parce qu'il y avait des gens avec des avions, notamment des hydravions légers, qui sont venus filmer le décollage. Et il y a des images qui ont été faites qui sont absolument sublimes. Donc le Martin Mars est parti donc dimanche plutôt en milieu de matinée, 9-10 heures, heure locale, en direction de San Francisco. Et ils ont suivi cette route-là. Donc Sprout Lake est ici. Et donc ils ont suivi la route. Alors ils ont longé la côte, plus que ce que je ne le montre là. Et puis ils sont allés se poser directement à San Francisco, 5 heures de vol. En général aux alentours de 3000 pieds, 150 nœuds en gros pour les paramètres. C'est à peu près 5 heures de vol. Et pour la petite histoire, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'au moment où ils se posent à San Francisco, c'est le moment du coup d'envoi du Super Bowl. Et je pense qu'il y a des gens qui, à San Francisco, devaient être devant leur télé. Et puis tout d'un coup, c'est quoi cet avion? Parce qu'il est passé au-dessus du Golden Gate. Il a passé au ras de la ville quand même. Et je pense qu'il y a des gens qui ont dit, mais c'est quoi ce truc? Voilà. Et les vénards. Non, les vénards. Voilà. Et ça, c'est la deuxième branche, donc on parlera juste après. Donc ils sont partis de San Francisco le lendemain, quasiment 24 heures après. Ils ont survolé donc le Golden Gate à nouveau. Oui, parce que tu vas à San Francisco, si tu vas pas voir le Golden Gate, t'es pas allé à San Francisco. Ils sont passés par l'intérieur des terres, ils ont survolé Palmdale, mais c'est pas un hasard parce qu'à Palmdale, il y a encore une usine Lockheed Martin de Martin Mars, qui a été absorbée par le groupe il y a quelques années. Ils sont passés aussi au-dessus du musée de Palm Springs, aux portes du désert, et puis ils se sont posés sur le Pleasant Lake, qui est là en Arizona, sachant que leur destination finale c'est Tucson, mais on va en reparler juste après. À bord, donc il y avait Peter Killin, alors je ne sais pas quel âge il a, mais c'est pas un perdreau de l'année. Il est commandant de bord du Mars pour Coulson depuis 2007. Il a aux alentours de 1000 heures de vol sur le Martin Mars, c'est le commandant de bord attitré de l'avion. Et il y a des vidéos de lui en train de le piloter, on a l'impression que c'est pas plus compliqué qu'un Cessna. Si on regarde bien l'instrumentation pilote qu'il a, lui, c'est pas plus compliqué qu'un Cessna. Il avait comme copilote sur ce convoyage Rick Matthews, chef pilote d'Harbour Air. Alors Harbour Air, c'est une compagnie qui est basée à Vancouver, dans laquelle Pete Killin a travaillé. Pareil, ils sont rentrés en même temps chez Harbour Air il y a 40 ans les deux là. C'est une compagnie qui exploite des beavers, ils ont des beavers, ils ont aussi du hauteur, surflotteur, et ils font du local ou en hydravion, donc des directions vers Nanaimo, Comox, Victoria, des liaisons courtes en hydravion. Et c'est pour ça qu'Harbour Air est pionnière sur l'électrification des beavers. C'est une société qui est pionnière sur l'électrification des avions pour des liaisons courtes, et c'est effectivement comme ça que ça va commencer. Vancouver, Nanaimo, c'est une dizaine de minutes de vol en beaver. Donc voilà, sur ces trajets-là, ça marche bien. Et donc, Matthews est pilote chez Harbour Air et copilote sur le Martin Mars pour le convoyage. C'est le même équipage qui avait fait le convoyage sur du Hawaï vers Stanley. Voilà, ça a l'air simple, mais enfin, il y a 4 hommes à bord. Et en fait, voilà, ça c'est le plus important. C'est le poste qui se situe juste derrière les pilotes. C'est celui des mécaniciens navigants, ingénieurs de bord. Et là, on comprend que l'avion, c'est pas un avion simple. Là, vous avez le circuit carburant, là, vous avez les circuits électriques, vous avez ici les instruments de suivi des moteurs, avec pas, richesse, gaz. Les pilotes ont aussi les gaz, mais je crois qu'ils n'ont pas la richesse à l'avant. Et donc, voilà, tout le vol, il y a 2 mecs qui surveillent tous les paramètres, et puis surtout, c'est au niveau de la gestion des réservoirs de carburant que ça peut être compliqué.
quand l'avion fait des vols longs, parce qu'il faut garder l'avion en équilibre. L'instrument qui est là montre bien aussi, c'est une calculatrice, montre bien que c'est pas, voilà, c'est un exercice un petit peu compliqué. C'est aussi une des explications auxquelles le Martin Mars est plus opérationnel, c'est que pour trouver des gens qui soient capables de gérer un avion de cette complexité, ça, aujourd'hui, c'est loin d'être évident. Voilà, il a volé, il a fait son dernier vol, et c'était bien beau. Alors, je ne sais pas qui c'est, lui, mais je pense que c'est un des gars qui s'occupait du poste arrière. Ça, c'est une vue qui est faite à l'escale d'Alameda, dans la baie de San Francisco. On voit Bay Bridge ici, puis on voit surtout le Golden Gate encore un petit peu plus loin. Au cours du vol de la première branche entre donc Sprout Lake et San Francisco. Alors, de quelle année est-il? Le Martin Mars, il est de 1945. Je ne sais plus l'année de sa construction de celui-là, mais de toute façon, c'est le proto-volant 42-43, et puis les avions sont modifiés. Les premiers sortent en 44, et la fin de production, c'est 45. C'est un avion de fin de Seconde Guerre mondiale, qui a été opérationnel. Alors, le Philippines a été opérationnel jusqu'en 2007, quand il a été racheté par Coulson. Coulson n'a pas eu de contrat supplémentaire, ils n'ont eu que le Hawaï en opération. Le Hawaï, lui, est resté opérationnel jusqu'à quasiment 2015. Il a éteint ses derniers feux à l'été 2015-2016. 2015 ou 2016 2015, il va à Oshkosh, et je crois que 2016, il est en contrat avec les Chinois pour des contrats de formation de pilotes d'essai pour l'AG600. Et à cette occasion-là, je crois qu'il éteint son dernier feu. Donc voilà, c'est des avions qui sont restés très tard en service, qui ont beaucoup volé, mais en fait, c'est des avions qui ont très peu souffert, ils étaient en très bon état. Le Philippines était resté avec une instrumentation conventionnelle, mais le Hawaï avait reçu des écrans EFIS, genre Garmin G1000, donc il avait été modernisé, il aurait pu durer encore beaucoup plus longtemps. Il a été escorté pendant son convoyage par un certain nombre d'avions, c'était effarant le nombre d'avions qui sont allés le rejoindre, et parmi ces avions-là, il y en a un qui me touche beaucoup, c'est celui-là. Alors, bah voilà, ça c'est une photo qui est prise depuis l'avion qui suit le Mars, évidemment. Allez, petit quiz, c'est quoi comme avion ça? Vu la position des commandes de vol, vu le cockpit, allez, hop, un 4, voilà, Strilescu, voilà, il a gagné la tringle à rideau et le lot de slip à col roulé. Et pas n'importe quel Catalina, c'est celui-là qui l'a escorté, et celui-là, comment dire, bah, celui-là on le connaît, parce que c'est lui. Et ça, c'est une photo que j'ai faite à Biscarrosse en 2018. Ouais, c'est le Princesse des Étoiles, d'ailleurs, si on regarde bien. Il est marqué Princess of the Star, ici. Il est toujours immatriculé N9767. N9767, il a juste changé de couleur de peinture. Et puis c'est l'occasion, bah, on va pouvoir en parler. Alors, très rapidement, c'est un avion qui a été construit au Canada, qui a volé au Squadron 162 en Islande. Il a coulé le U-boat U-342 le 17 avril 1944 au large de Reykjavik. Et très peu de Catalina ont des faits d'armes comme ça à leur actif. Après-guerre, il devient avion de transport de passagers. Il est immatriculé Charlie Fox, Charlie Romeo 2 fois. Et il opère pour des petites compagnies. Et en 1970, il est transformé bombardier d'eau pour Avalon Aviation, avec lequel il opère jusqu'en 1980, au moment où la compagnie s'arrête. Et alors là, pendant une quinzaine d'années, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il est importé en France par Franklin Deveau aux alentours de 1995, en préparation de l'émission de Nicolas Hulot, Opération Okavango, pour lequel il avait besoin d'un Catalina pour explorer le monde. L'émission dure 1 an et demi, et puis il y a des problèmes de budget, c'est vrai que l'avion coûte cher à exploiter aussi. Donc l'émission s'arrête, mais le Catalina reste en France, toujours propriété de Franklin Deveau, qui à l'époque était le PDG de Proteus Airlines, une petite compagnie intérieure avec notamment des ATR et des Beech 1900D, si mes souvenirs sont bons. Il est exposé à la Concorde en 1998 pour le centenaire de l'Aéroclub de France. Alors, voilà, en 1998, l'Aéroclub de France fête son centenaire. Et moi, je me souviens y être allé, sur les Champs-Élysées, à la Concorde, une collection statique d'avions ahurissante. Il y avait donc le Catalina, qui était venu par la route. Il faut imaginer le bazar que ça a dû être à organiser ce truc-là. À peu près comme faire venir Tom Cruise à Paris la semaine dernière. Il y avait les avions de la Ferté, il y avait du Rafale. Enfin, c'était...
Et pendant quelques jours, donc il y avait des tas d'avions sur les Champs-Élysées, et il y a des milliers de personnes qui sont venues voir ces avions. Alors moi, je me suis retrouvé mal à l'aise dans cette foule parce que j'entendais les commentaires des gens, et j'ai un peu comme quand je suis sur Internet, que je vois des commentaires à la con, et je peux pas m'empêcher d'intervenir des fois. Ben là, en live, je l'ai pas fait, mais j'ai entendu des trucs. Et puis bon, c'est vrai que moi j'aime pas trop la foule. Je suis pas resté, j'ai pas fait beaucoup de photos, mais c'était superbe. Cette manifestation en 98 là, de l'Aéroclub de France, bon, je pense qu'aujourd'hui on pourrait pas le refaire, mais ouah, c'était encore un grand coup de l'Aéroclub de France. Et là, bravo aussi. En 98, ce même avion se paye un petit voyage sur les traces de l'aéropostale de Toulouse à Santiago du Chili. Aller, retour évidemment. En 99, il filme l'éclipse, la grande éclipse, la fameuse éclipse. Et puis derrière, il est stocké à Orly pendant pas mal d'années. Et à cette époque-là, c'est quelqu'un que je connais qui s'occupe de son entretien. C'est des avions qu'il faut faire tourner de temps en temps et tous les 2-3 mois, je crois, il faisait un point fixe. Et un jour, ce copain qui s'appelle Alain m'avait dit, tiens Fred, ça te dirait de venir m'aider à nettoyer l'avion. Ah bah avec plaisir. Donc je suis allé à Orly avec lui et on a nettoyé l'avion après un point fixe et bah voilà. C'est pas belle la vie. Alors je me suis ruiné un pull, je me suis ruiné un jean, je me suis ruiné une paire de godasses avec l'huile de cet avion. Mais je regrette pas ma journée. On s'était bien amusé. Et puis on était dans les hangars d'Orly. À côté, il y avait le DC-3. Il y avait un DC-3 qui était peut-être celui de Georges Pérez à l'époque et dans lequel on était monté. Parce que bah, Alain, il avait les clés de tous les avions du hangar, ou presque. Ouais, c'était un. Ouais, bah, j'ai un petit souvenir sympa avec ce Catalina. Et quand je suis sur Flight Radar, le convoyage du Martin Mars, et que je vois qu'il est rejoint par le Princesse des Étoiles, j'ai kiffé. Voilà. Là, c'était ouais, là, c'était bien. Voilà, bravo. Bravo le clin d'œil. Alors, petit clin d'œil, c'est qu'après son stockage à Orly, il est resté une dizaine d'années stocké. Il a été racheté par Christian Amara, qui l'a rapatrié à Melun. Et Christian Amara l'a vendu en 2019 donc aux États-Unis, où il vole encore, et ça c'est très bien. Et on a appris cette semaine le décès de Christian Amara, qui était un collectionneur d'avions, qui n'était pas pilote de Warbird lui-même, il ne les pilotait pas, mais il était collectionneur d'avions. Il a eu un B-25, il a eu du P-40, il a eu du Mustang, donc il a eu du Catalina. Et puis il a joué et il joue et a un rôle essentiel dans l'organisation du meeting de Melun. Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'organisation du meeting de Melun est rodée et je pense que son décès impactera forcément parce que c'était quelqu'un qui avait de l'entre-gens politique. C'était un directeur de grandes sociétés. Il a été président de clubs sportifs. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrisait aussi tous les arcanes politiques nécessaires pour pouvoir faire ce genre d'événement. J'espère qu'aujourd'hui, l'organisation de Melun va pouvoir surmonter ce décès important et continuer sur sa voie. Voilà, bah, c'était aussi l'occasion de lui rendre hommage parce que, bah oui, c'était un personnage important dans le milieu des Warbirds en France, décédé cette semaine à l'âge de 86 ans. On continue sur le Martin Mars. Donc ouais, voilà, il y a des gens qui ont fait des photos comme ça. Là, je suis jaloux. Pareil. Là, ce que vous avez là derrière, c'est Alameda, c'est l'ancienne base aérienne d'aéronautique navale, enfin aéronautique et navale, qui était dans la baie de San Francisco. Quand on voit la disposition de la baie de San Francisco, c'est comme la rade de Toulon, hein, c'est stratégique et on comprend bien pourquoi la marine s'y est installée. Et ils y ont installé aussi un aéroport militaire, une base militaire, qui est aujourd'hui désactivé parce que bah, vous avez San Francisco International un petit peu au sud, vous avez Oakland sur le côté, il y a beaucoup de trafic aérien dans la zone, alors avoir une base militaire en plus. Ça, c'est une photo donc, qui doit dater des années 50. C'est le Hawaii Mars qui est en train de partir dans une mission, qui est en train de survoler Bay Bridge. Et on voit là la base aérienne d'Alameda qui est là. Il est venu alors, Alameda, en 1959, c'est là que les Canadiens rachètent les Mars et d'où ils partent pour leur nouvelle carrière, donc en 1959. Et depuis 1959, aucun Mars n'était revenu se poser à San Francisco, alors qu'à plusieurs reprises,
Les Martin Mars sont venus en Californie pour épauler les pompiers pour les feux de forêt. Srilescu en avait croisé un du côté d'Auroville. C'est une photo typique des opérations des années 50 à San Francisco, avec des Martin Mars qui partaient vers Hawaï, vers la Corée, pour des missions parfois compliquées pour aller récupérer des soldats blessés au combat, notamment. Hein. Ça faisait partie des rôles du Mars en mission militaire. Puis après, bien plus pacifique, mais au Canada, en tant que bombardier d'eau. Et donc, sur la deuxième branche, donc entre San Francisco et le Pleasant Lake, il a été à nouveau escorté par un autre avion extrêmement intéressant, qui est là, c'est le Privateer. Privateer, c'est ça. Le Privateer, c'est un B-24 Liberator modifié pour la patrouille maritime. La différence principale, c'est que le Privateer a une dérive unique, alors que le Liberator est bidérive. Et ce Privateer-là, il a une histoire un peu géniale aussi, puisque en fait, il y a quelques années, il était peint comme ça. C'était le tanker 121 de chez Hawkins & Powers, donc c'était aussi un bombardier d'eau. Donc quelque part, d'avoir une escorte par ces deux autres avions qui ont été aussi bombardiers d'eau à une époque, je trouve que le clin d'œil est magnifique, en plus des images qui ont été faites à San Francisco qui sont superbes. Que demande le peuple? Alors le Privateer ex-Tanker 121, donc lui il est construit en 45, il vole avec la Navy jusqu'en 49, ensuite il est stocké en 59, il est converti en Super Privateer avec des Wright Air 2600 de 1700 chevaux, la place des Pratt & Whitney Air 1830 de 1350 chevaux qu'il avait, et il est doté d'une soute, alors il me semble que c'est 2000 gallons, donc c'est à peu près 7000 litres. Il vole chez Avery Aviation de 59 à 69, et en 69 il intègre Hawkins & Powers, avec lesquels il vole jusqu'en 2002. En 2002, si vous vous souvenez bien, il y a un crash, il y a un Privateer qui explose en vol, le tanker 123 si mes souvenirs sont bons, et les avions sont interdits de vol à ce moment-là. Donc lui, il est stocké à Greybull, la base de Hawkins & Power, et il est vendu aux enchères en 2006, après la liquidation de la société, et il est acheté par le Lauriston Aviation Museum en Arizona. Il change de couleur donc en 2013, et depuis il vole régulièrement. Et là, ils l'ont fait voler pour escorter le Mars. Waouh, la classe! Alors, donc sur 3 ex-bombardiers d'eau, il y en a 0 qui a ses couleurs de bombardier d'eau, sachant que les 3 ont tous fait beaucoup plus de services comme bombardier d'eau que comme transport ou patrouilleur. Pour le Mars, c'est vrai, pour le Privateer, c'est vrai, pour le Catalina, ça se discute, parce qu'il a été bombardier d'eau pendant 10 ans. Après, il a fait de la télé, avant il faisait du transport, et avant il faisait du combat. Donc, que le Catalina soit aux couleurs qu'il avait au moment où il a coulé le sous-marin allemand, ça me poserait pas trop de problème parce que c'est quand même un fait marquant, mais il n'est pas aux couleurs de la Royal Canadian Navy ni ou Royal Canadian Air Force. Donc là, il y a un petit. Mais pour le Privateer, c'est un peu dommage. Et pour le Mars, on a expliqué pourquoi. Hein, c'est le deal avec Pensacola qui a échoué, et c'est pour ça qu'il avait été repeint, mais le deal a échoué, mais l'avion est resté aux couleurs US Navy. Bon, après, quand il s'est posé aux couleurs US Navy à San Francisco, on peut parler de reconstitution, parce que c'était vraiment sa base. Bon, ouais, ça me gêne plus sur le Privateer, en fait. Voilà. Mais en même temps, c'est le seul en état de vol, je comprends qu'ils le remettent en couleur US Coast Guard parce que ça a été le gros utilisateur, et pour participer au Air Show, c'est un argument commercial. Si j'étais très riche, je le rachèterais, je le mettrais aux couleurs d'un des Privateers de 28F qui ont opéré au-dessus de Dien Bien Phu en Indochine. Voilà, moi aussi j'ai le droit. Voilà le genre de photo que les gars ont ramené quand même. Ça vaut une centrale dans le Fana, ça. Xavier Méal, si tu nous écoutes. Et voilà son dernier atterrissage sur le Pleasant Lake au bout de 4 heures de vol. Pareil, 150 nœuds, 250 km/h à peu près de moyenne, escorté avec plein d'avions. Il y a un Mustang qui l'a escorté aussi à un moment, enfin voilà. Et puis,
Et puis voilà son avion, l'avion hacké. Alors combien valent ces avions? Alors ça c'est une question qui est très difficile à répondre. Le Hawaii a été mis en, pardon, a été mis en vente à une époque il n'y a pas si longtemps. Il était à 3 millions de dollars pièce. Ce qui est pas cher pour un Warbird de cette taille-là, mais bon voilà, c'est extrêmement compliqué à opérer parce qu'il faut un lac de 5 km de long. Le Catalina, j'ai vu un Catalina là à vendre en état de vol, il était à 250 000 dollars. Ce qui est pas cher, vraiment pas cher. Donc je me demande d'ailleurs même s'il est en état de vol. On parlait de Corsair la semaine dernière et j'ai quelqu'un sur les commentaires de YouTube qui m'a posé la question combien ça vaut un Corsair. Il n'y en a pas à vendre en ce moment. Donc si vous voulez un Corsair, bah, il va falloir convaincre quelqu'un de vous le vendre. Donc il va falloir dire bon bah à partir de combien de zéros on discute. Le dernier Corsair qui s'est vendu, c'est un FG1D qui s'est vendu en 2022 quasiment 4 millions de dollars. Alors il était dans un état collection. C'est-à-dire qu'en état de vol, superbe, refait à neuf. Voilà. Et en fait, le prix, alors le prix auquel il a été vendu n'est pas connu. Mais le prix auquel il était mis en vente, c'était quasiment 4 millions de dollars, hein, 3 millions 95. Donc c'est... voilà. C'est un Corsair, ouais, ça vaut une blinde. Un Mustang, ça doit être un petit peu moins cher, par exemple, parce que c'est un peu plus courant. Meilleur moyen d'acheter un Corsair, c'est de trouver l'avion dont rêve le propriétaire d'un Corsair et de lui proposer l'échange. Il y a eu un truc qui s'est fait comme ça entre un Mustang et un F-86 Sabre. Après, le Sabre et le Mustang peuvent avoir une valeur à peu près proche parce que Mustang a un avion demandé assez peu exigeant à faire voler. Le F-86 est un peu plus exigeant à faire voler, donc ça peut faire baisser sa cote. Parmi les Warbirds, je crois que les Warbirds les plus chers, c'est les Mosquito. Mais ça demande... bah, ça, faut lire le FANA pour avoir des informations sur le marché des Warbirds. Ça, Xavier, il suit ça de très près. Imagine l'assurance. Ah, pour un Martin Mars, ça doit être délirant. Voilà, mais c'est pas des avions qui vont voler beaucoup aussi non plus. Donc tout est histoire d'équilibre. Voilà le Philippines sur le Pleasant Lake. Alors la première journée, il est resté à quai parce qu'il y avait trop de vent pour le sortir de l'eau et ils l'ont sorti de l'eau comme ça. Ils l'ont tiré sur une rampe. Hein, faut aller voir sur Google Earth. La rampe, elle est costaud. Elle est faite pour qu'on puisse descendre plusieurs bateaux en même temps. C'est un truc à l'américaine. Voilà. Donc ils ont sorti le Mars comme ça en le tirant. Le Mars c'est un pur hydravion, il n'a pas de train, donc on lui rajoute un train de roulement. On vient de fixer sur la coque, hein. Il y a une roulette arrière et 2 roulettes sur les flancs. Et vu de devant, ça donne ça. Donc voilà, vous voyez la taille du slip. 60 mètres d'envergure le bestiau, hein, 30 tonnes à vide. Sacrée bébête. Et voilà les trains qui ont été ramenés. Alors les trains, ils ne les embarquent pas. Ils sont venus par la route, les trains, parce que quand l'avion a été mis à l'eau, les trains n'étaient pas à bord. Il y a un véhicule qui a tracé. Mais alors, quel itinéraire ils ont fait? Ils ont dû tracer directement sur l'Arizona. Ou alors ils ont tracé sur San Francisco au cas où il y aurait un problème et qu'il aurait fallu le mettre au sec. Voilà, donc c'est une grosse logistique de partir avec un Martin Mars. Alors, qui assurait la navigabilité des Mars Lockheed? Alors, bonne question. Je vais émettre une hypothèse. J'ai aucune certitude là-dessus, mais je pense que comme l'avion avait été lourdement par Vickers, Vickers Canada, si ça se trouve, il était orphelin et c'est Coulson qui s'en occupait tout seul. Voilà, la petite dépanneuse qui joue le Trackma derrière. Et des dépanneuses comme ça, il y en avait au moins 2. Ils ne peuvent pas se mettre dans la zone cargo arrière, les trains. Mais comment tu les manipules? C'est ça la question que je me pose parce qu'en fait ils doivent être très lourds et à moins qu'il y ait une grue intégrée. Mais je pense qu'en fait ils sont venus avec ils ont mis les trains dans les bagnoles, ils ont suivi quoi. Bon, à voir. Alors, j'ai pas tenté de contacter Pete Killin pour lui poser des questions parce que je pense qu'il doit être saturé de demandes. On va attendre un petit peu. Je prendrai contact avec lui plus tard et je poserai les questions qu'il faut. On a des chances aussi de croiser les gens de Coulson à Bordeaux le mois prochain. On leur posera peut-être des questions là-dessus, on verra. Maintenant que l'avion est au sec, il faut le démonter. Et il va falloir faire 230 km en ligne droite, donc vous imaginez par la route, je ne sais pas par où ça passe. Alors il va falloir faire attention, bon je pense qu'il n'y a pas trop de ponts dans le coin, mais c'est un point à prendre en compte, parce que l'avion va être démonté et va être mis sur des camions. Et il va falloir faire 230 km, donc contourner Phoenix, passer Marana, contourner Tucson, et puis pour arriver au Pima Air and Space, qui est juste à côté de la base de Davis Mountain, qui est la base de stockage des avions en rab de l'US Air Force. Bah, je pense que là aussi on va en parler parce que ça va être spectaculaire. Il y a un précédent dans l'histoire.
c'est la façon dont le Spruce Goose, le Hercule H4 de Howard Hughes, on parlait de DiCaprio tout à l'heure, l'avion était stocké à Long Beach, au sud de Los Angeles, et il a été transféré par voie maritime puis par voie routière en Oregon, à McMinnville, qui est à peu près à la hauteur de Portland. Et donc voilà ce que ça a donné, le transfert du Spruce Goose par la route. Et je pense qu'on va avoir un convoi qui va ressembler à ça, un petit peu plus petit pour le Mars. Le Spruce Goose, il faisait 100 mètres d'envergure, le Mars n'en fait que 60. Toujours ça de gagner. Le Mars fait 34 tonnes à vide et le Hughes faisait 122 tonnes à vide. Donc voilà, si c'était possible de le faire avec le Hughes, il n'y a pas de raison qu'avec le Mars, ça ne marche pas. Voilà, donc pour vous donner une idée du transfert du Hughes jusqu'à McMinnville, ça fait quelque chose comme 1500 km, si je me souviens bien. Je n'ai pas noté le kilométrage. Je sais qu'ils ont fait par voie maritime sur une grande partie, parce que c'était beaucoup plus simple. Mais à un moment ou un autre, il n'y a pas de choix. Il y a eu un précédent avec le Hughes, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien avec le Mars, mais ça aussi on va le suivre parce que ça mérite d'être suivi. On va terminer l'émission par un peu de bibliographie. Avant, je vous montre ça parce que ça me fait toujours marrer. J'ai intervenu en disant, ouais voilà, l'histoire du F4U7, il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. Ben voilà un exemple de discussion que j'ai pu trouver sur le net. Quelqu'un qui dit, je suis désolé de vous contredire, mais la version F4U7 n'existe que sur le papier. Ah bon? Il s'agit en fait d'un avion d'attaque Vought U1 développé pour la Marine nationale, ça c'est vrai, à partir du chasseur bombardier F4U6 de US Marine Corps. Le F4U6, il n'a jamais existé, par contre c'est une dénomination qui n'a jamais été employée, puisque la bonne dénomination c'est AU1. Voilà. Et on a des gens qui nous disent, ouais, vous n'y connaissez rien, tout ça. Au moins, c'est à la base, c'est cadré. Merci, monsieur Jean-Pierre Jacobet. Voilà, parce que suite à l'émission, il y a des gens qui m'ont envoyé des photos de Corsair en disant elle était sympa, votre émission. Alors oui, j'ai dit des bêtises. J'ai confondu le F4U2 avec le F4U1C. Le 1C, c'est la première version qui a eu les canons. Ça, c'est une faute à mettre dans le direct. J'ai fait une autre bourde, on en reparle juste après. Mais ça, malheureusement, dans le direct, j'ai beau avoir beaucoup de notes, on ne peut pas se souvenir de tout. Et puis, ben voilà, quand on doit gérer aussi la console, c'est compliqué. Et donc, monsieur Jean-Pierre Jacobet, qui m'avait déjà envoyé des photos du crash du DC-6 de la sécurité civile, m'a envoyé des photos qu'il avait faites dans sa jeunesse à Bizerte. Des corsaires français et l'image là elle est magnifique. Voilà, le jour où je fais un article où je refais un article sur les corsaires français, sa photo elle y passe. Il m'a envoyé celle-là aussi, donc on a 4 corsaires dont un qui part en mission et puis il y en a qui l'ont. Vraiment, voilà, ça c'est des photos d'époque, clairement elles sont superbes, hein. Et puis voilà, ça c'est une photo du lac de Bizerte, de la base de Bizerte, avec un corsaire au point fixe ici. Et puis là, vous avez là c'est extrêmement rare, c'est un SO 95 Corse. Et là, les porte-avions français venaient dans la base, c'est comme San Francisco, c'est comme Toulon, c'est une espèce de rade naturelle. Et pour abriter des unités à forte valeur, comme les porte-avions, c'était un endroit tout à fait adapté. Et où a été construite une base aéronautique navale. Alors en plus là, la base avait pour particularité d'être mixte. En fait, il y avait une partie armée de l'air et il y avait une partie marine. Bon, ça, Bizerte, on pourra en reparler. Il y a de belles photos. Enfin, merci monsieur Jacobet, parce que m'envoyer des photos comme ça, j'avoue que ouais, ça m'a fait vraiment mais très très plaisir. Et puis, il faut dire qu'elles sont magnifiques, vos photos, vraiment. L'autre bourde que j'ai faite, c'est en parlant de Pedersen, Dan Pedersen, donc l'auteur du livre sur Top Gun, qui est le créateur de Top Gun, qui a raconté ces histoires. J'ai dit une énorme bourde, j'ai dit qu'il volait sur Cutlass, qui est un avion de sinistre mémoire, entre guillemets, parce que voilà, le Cutlass, ça ressemble à ça. Alors ouais, si vous êtes un scénariste de science-fiction, vous avez envie d'avoir un avion un petit peu futuriste, vous dessinez un Cutlass. Ça ressemble à ça, un Cutlass. Enfin, le Cutlass est surtout connu comme ça, parce que voilà, c'est un avion où il y a eu de la casse, et malheureusement, là, cette photo-là est dramatique, parce que le pilote qui est là, il va perdre la vie, et je crois qu'il y a eu aussi des victimes sur les bordées latérales. C'est un gros crash sur un porte-avions. Il ne sera pas en couve de mon bouquin sur les avions moches, mais il peut faire une tête de chapitre. Je le trouve pas moche. Ah non, Franck, non, il est pas moche, il est ultra futuriste, il est extraordinaire.
Non, non, il est magnifique. En fait, Pedersen, il volait pas sur Cutlass, il volait sur Skyray. Et moi, c'est l'aile Delta qui m'a mis dedans. Alors, le Skyray, c'est pas construit par la même entreprise, hein, c'est un Douglas, le Skyray. Mais l'aile Delta m'a un petit peu mis dans le sac. C'est un Douglas. Si vous regardez que cette partie-là, si vous ne reconnaissez pas les traits du A4 Skyhawk, par exemple, voilà. La photo, là aussi, j'ai trouvé sur le web, elle est magnifique, parce que là, c'est Los Angeles. Là, vous avez Long Beach. Et puis là où ça a cramé, là, bah, c'est là. Voilà. Et voilà, Pedersen, voilà, il a écrit ce livre-là où il raconte comment il a fondé Top Gun. Alors, un peu tard, on va pas approfondir plus que ça sur Top Gun, mais puisqu'on a parlé de Top Gun au début et qu'on en parle un petit peu à la fin, je vous présente un dernier bouquin. Il est un petit peu épais, quasiment 700 pages. C'est Top Gun, mais alors c'est Top Gun par l'histoire, c'est Top Gun par les doctrines, c'est Top Gun par les sessions d'entraînement. Pour vous dire à quel point c'est détaillé, le tournage du film, il fait 2 pages. Tom Cruise, il est cité dans 2 pages. C'est imbitable, c'est illisible, mais par contre, si vous avez envie d'écrire un article un jour sur comment Top Gun est né, à quoi ça sert, comment ça marche, c'est un indispensable. Ça, j'avais pas payé si cher que ça, enfin quoique, aux alentours de 45 € quand même. Mais ça fait partie ça fait partie de mon histoire avec Top Gun. Ça commence avec une séance de cinéma conseillée par un copain qui est aujourd'hui un confrère. Et voilà. Et puis 40 ans plus tard, on en parle plus. Enfin, 40 ans plus tard, on en parle toujours de Top Gun. Alors même s'il y a eu un Top Gun 2, sur lequel autant le 1, aéronautiquement parlant, ça tenait à peu près la route. On avait un affrontement qui ressemblait à celui avec la Libye. Quand il parle de son père, c'est l'affrontement qu'il y a eu en 1965. C'est une histoire tragique parce que c'est le premier combat aérien avec les fantômes de la Navy au Vietnam. Et en fait, il y a un équipage qui est crédité d'une victoire aérienne contre un MiG. Mais en fait, ils finissent abattus, on ne sait pas trop comment. Ils ont pu très bien être abattus par un tir fratricide parce que la mêlée est vraiment bordélique. C'est un peu ce que raconte Viper dans le film, hein. Il y a des targets dans tous les azimuts. C'était un peu ça, et c'est un vrai combat aérien qui a eu lieu en 1965, de l'autre côté de la frontière. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, c'était pas avec le Vietnam que les pilotes combattaient, mais c'était des MiG chinois, parce qu'ils étaient près de l'île de Hainan. Et donc, forcément, la Chine étant neutre dans ce conflit, ils ont défendu leur territoire et ils ont trouvé que les Américains étaient un petit peu trop proches. Il y a un truc que j'ai vraiment trouvé génial dans Top Gun 2, qui m'a vraiment touché, mais moi vraiment beaucoup, c'est la scène avec Iceman. Voilà. Là, il y a un retour, elle est pas gratuite, cette scène dans le scénario, mais c'est pas du fan service. Là, il y a un truc, on va voir l'acteur qui a participé quand même au tournage du film, et on fait une scène qui est touchante, qui est belle. Ouais, vraiment là, cette scène-là mérite d'être vue. Il y a ce que j'ai trouvé aussi très plaisant, c'est la relation qu'il a avec son ancienne copine et le côté quand il tombe en passant par la fenêtre pour pas que la fille le voie. Je trouvais qu'il y avait un petit peu d'autodérision qu'on n'avait pas tellement dans le premier. Sinon, sur le plan aéronautique, sur le plan militaire, c'est un film qui a ni queue ni tête, pour être clair. Jamais tu organises une opération comme ça avec un équipage comme ça. Il y a une confusion totale entre instructeur, pilote d'essai, enfin. Même le vol d'essai qu'il fait en début de film, c'est une hérésie. Quand tu discutes avec des pilotes d'essai, jamais ça se passe comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors évidemment, ils ont mis un Tomcat, super, mais le fils de Goose qui se retrouve à l'arrière d'un Tomcat, qui est un gamin qui a volé visiblement que sur F-18, comment tu vas arriver à comprendre le radar d'un F-14? Impossible. Impossible. C'est une autre histoire, c'est une autre technologie, enfin c'est n'importe quoi. Plein de trucs qui vont pas dans le Top Gun 2. Voilà. Bon, il est 19h12, voilà, on a joué les prolongations, tout va bien. Merci d'avoir été nombreux à intervenir sur le chat. On se voit sans doute la semaine prochaine. Et puis, écoutez, bon week-end à tous, à très bientôt. Salut!